Bonsoir et bienvenue pour cette édition du 24 septembre 2014 du journal de la rédaction de TV Fil 78. Il est 18h si vous nous suivez en direct et dans l'actualité. Aujourd'hui, le Secours populaire français poursuit sa campagne pauvreté-précarité 2014. Après la publication d'un rapport et d'une enquête sur la situation en France, il vient de recevoir les premières livraisons alimentaires du Fonds européen d'aide aux plus démunis. Vous le verrez dans un instant. La journée européenne des langues qui se prépare dans 48 heures. La diversité linguistique sera à l'honneur. L'apprentissage aussi invité. Frédéric Seb, directeur du centre de ressources et espace langue, le CEREL de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Dans les Yvelines, l'histoire locale, ce sont aussi ces fermes qui la racontent. Elles traversent les siècles et se visitent comme celle de Champ-Garnier à Saint-Lambert-des-Bois. Retour sur l'un des événements qui a marqué cette 31e journée du patrimoine ce week-end. Un homme de 26 ans blessé par balle hier soir, mardi, à Trappes. Il se trouve à l'hôpital de la commune avec une plaie à l'abdomen. La conséquence d'une risque qui a éclaté un peu plus tôt aux alentours de 18h dans un quartier de la ville. Le square Léo Lagrange, théâtre d'affrontements entre une quarantaine de jeunes. La police est intervenue pour les disperser avant de nouveau les échauffourées à 22h50 très précisément, avant que la police n'intervienne une nouvelle fois et ne découvre sur place couteaux, bombes lacrymogènes ou encore barres de fer. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire est en cours. Une interpellation a déjà eu lieu. Invité de ce journal, Frédéric Seb, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du centre de ressources et espace langue, le CEREL de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Journée européenne des langues le 26 septembre. Vous allez proposer des portes ouvertes à cette occasion. Comme ça, le grand public pourra découvrir vos activités. Le CEREL, bien que dépendant de l'université de Versailles-Saint-Quentin, on va tout de suite le préciser, ne s'adresse pas uniquement aux étudiants. Absolument. Vous êtes ouvert aux entreprises, aux particuliers qui Aux souhaitent se former. particuliers, aux extérieurs, aux demandeurs d'emploi, etc. Nous avons une partie de notre public qui est étudiant et des particuliers qui interviennent. Nous formons également pour les personnels, UVSQ, et comme nous assurons des certifications, bien évidemment, nous avons des gens qui viennent soit des stages de formation pour passer les certifications ou qui les passent tout simplement pour les obtenir. On va parler des méthodes de travail, on va voir comment vous travaillez avec le CEREL, mais tout d'abord sur cette journée des langues étrangères, cette journée européenne qui existe depuis 2001. Son objectif, c'est quoi? Alors, il faut apprendre des langues et que c'est nécessaire aujourd'hui. Alors qu'il faut, oui, mais en tout cas, c'est de promouvoir l'enseignement des langues, la pratique des langues, faire baisser les barrières, parce qu'effectivement, l'enseignement des langues est un enseignement tout à fait particulier, très difficile et parfois très perturbateur. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de développer dans un ensemble la communauté européenne qui dispose de nombreuses langues et qui peuvent faire obstacle finalement à la compréhension entre les peuples. Donc l'idée, c'est de développer l'enseignement des langues, de développer les capacités tout simplement à se comprendre. Est-ce que les Français sont des bons élèves? En général, non. C'est ce qui ressort des différentes études. Nous avons la réputation d'être mauvais en langue. C'est un prof de langue, un professeur d'espagnol qui vous le dit, donc c'est très embêtant. Mais bon, nous avons la réputation d'être mauvais en langue. Et ça s'explique comment ? Vous qui les avez, ces étudiants, que ce soit des plus âgés, qui viennent des particuliers, des étudiants, donc on le disait... Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que mes étudiants sont mauvais? Il n'en est pas question. Mes étudiants sont Forcément très pas. bons en langue et très bons en espagnol. Mais qu'est-ce qui les freine en tout cas, lorsqu'ils arrivent, les difficultés qu'ils rencontrent? Je pense que l'apprentissage se fait un petit peu tard. Et pour avoir été enseignant en collège et enseigné également en primaire, ce n'est pas systématisé et c'est systématisé un petit peu tard. D'autre part, l'apprentissage des langues se faisant sur des jours, sur des heures un petit peu variées, pas très souvent, ça ne facilite pas les choses. Il n'y a pas assez d'efforts et en tout cas, c'est pas fait assez tôt, suffisamment tôt à l'école. Peut-être pas suffisamment tôt. Après, bon, les efforts sont en particulier. Peut-être qu'on devrait prendre conscience du fait qu'un enseignement de langue n'est pas un enseignement d'une autre matière. On peut mettre 30 ou 35 élèves dans une classe d'une matière normale. Pour la pratique de l'oral, 30, c'est très difficilement gérable, il faut bien le reconnaître. Donc il y a encore des efforts à faire de ce côté-là, du côté de l'éducation nationale. Absolument, même si évidemment chacun fait ce qu'il peut et chaque enseignant défend sa matière. Donc automatiquement, je suis là pour défendre la mienne. Quelles sont les langues étrangères que vous maîtrisez? C'est la question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui à Saint-Quentin en Yvelines. Vos réponses? L'anglais, parce que ça fait plusieurs années que j'en fais. Et l'espagnol, donc j'aime bien, donc forcément je maîtrise aussi. Chinois, français, anglais. Chinois, c'est ma langue maternelle. Et puis l'anglais, c'est ma première langue étrangère. Et français, c'est la deuxième. Comme langue, je maîtrise un peu l'anglais
quelques notions d'allemand et d'italien, mais c'est tout. Espagnol. Parce que l'Espagne, c'est un pays que j'aime beaucoup et c'est très apprécié par tout le monde d'ailleurs. Et puis voilà, c'est une langue qui est très intéressante, c'est base latine et j'aime beaucoup. C'est plus facile que l'anglais. Hola, ¿qué tal? L'anglais, le japonais, l'espagnol, le français bien sûr, ma langue maternelle, et j'ai des notions de russe aussi. Antawa totemo kirei desu. C'est ce qu'on dit à une jeune femme pour lui dire qu'elle est jolie. Здравствуйте, dire bonjour. Как дела? Comment ça va? Donc un élève modèle doublé d'un dragueur, on l'a bien compris pour le dernier téléspectateur. En tout cas, ce qu'on entend le plus souvent, c'est l'anglais, l'espagnol. Ça veut dire qu'on s'intéresse peu aux autres langues. C'est ce qu'on vous demande quand on vient au CEREL? Alors, les langues enseignées au CEREL, c'est essentiellement anglais, espagnol et le FLE, le français langue étrangère. Ceci dit, nous avons la possibilité de proposer une dizaine de langues au total. Mais c'est vrai que l'anglais et l'espagnol sont les plus importantes, largement au-dessus pour l'anglais. L'anglais pour des raisons évidentes, de commerce international, d'échange. L'espagnol parce que, effectivement, en nombre de parlants, d'hispanophones, le chiffre est considérable et c'est parlé dans une vingtaine de pays. Ce qui fait l'attrait d'une langue, c'est aussi l'internationalisme au niveau de plusieurs continents. Que ce soit le japonais, que ce soit le chinois, est-ce que c'est quelque chose qui est demandé aussi? Alors le chinois est vraiment en développement de ce point de vue, le japonais oui, mais surtout le chinois. On commence à voir poindre un peu le russe, mais à notre niveau, peut-être pas trop. On parle de cette journée des langues étrangères qui se déroulera le 26 septembre avec le CEREL, le centre d'études de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Comment va se dérouler votre participation? Il y aura des portes ouvertes dans les 3 antennes, Versailles, Mantes et Guyancourt. Absolument, effectivement, l'Université de Versailles-Saint-Quentin est sur plusieurs sites. Donc nous aussi, nous avons un CEREL à l'IUT de Mantes, un sur le site de Versailles de la Faculté des Sciences et un ici à Guyancourt. Le principe, c'est d'avoir une espèce de d'opération portes ouvertes qui nous permet d'accueillir un petit peu les gens, de présenter notre gamme de produits, de faire une présentation un petit peu, d'accueillir le plus possible pour que les gens se sentent bien. C'est surtout ça qui est important parce que nous avons une équipe extrêmement mobilisée pour aider, pour faire tomber les barrières. Alors il y a des visites, des CEREL, il y a des ateliers gratuits pendant la période ou des possibilités de se servir du matériel qui est proposé, etc. L'idée, c'est de présenter un petit peu ce que nous pouvons faire et surtout ce qu'ils peuvent faire. Comment se passe l'apprentissage? Quelles sont vos méthodes? C'est très individualisé. Vous disiez tout à l'heure, dans une classe, 30-35 élèves, c'est trop. Alors, ça dépend complètement. C'est vrai que nous avons une gamme de produits qui est très variée là-dessus. À l'université, il y a des enseignements de langue qui se font dans le cadre des formations et nous intervenons en complément, c'est-à-dire que soit ils peuvent travailler d'une manière totalement individuelle, en formation à distance ou en présentiel, à leur niveau, et la gamme de produits que nous proposons nous permet de nous adapter un petit peu à ce dont ils ont besoin, ce qu'ils cherchent et à leur profil particulier. Tout cela coûte cher pour suivre une formation si on est en extérieur? Si on est un particulier, qu'on souhaite ça dépend de se ce qu'on former. Franchement, nous avons une gamme de prix très importante et ça dépend véritablement de ce qu'on cherche et des objectifs qu'on se fixe. Juste parce qu'on est sur l'aspect financier, une petite parenthèse. Hier, à votre place, le président de l'université, Jean-Luc Vessière, était présent pour revenir sur cette rentrée et évoquer la crise qu'a traversé l'établissement l'année dernière. Il nous a expliqué que les choses allaient mieux, que c'était en tout cas sur de bons rails. Est-ce que ça a eu un impact sur le CEREL, sur vos façons de fonctionner, puisque vous dépendez de l'université? Écoutez, nous nous sommes adaptés. Nous avons une faculté d'adaptation et on s'est mobilisé de façon à ce que les gens qui viennent chez nous ne sentent pas véritablement cette pression. Et voilà, on a fait des efforts. Et puis, comme tout le monde dans l'université, que ce soit au niveau des intervenants ou au niveau des personnels. On va revenir aux langues étrangères, puisque c'est le cœur de l'entretien ce soir. Juste pour vous donner cette information qui ne vous a peut-être pas échappé, en début de semaine, le programme Erasmus, puisqu'on parle des langues étrangères et le fait de les apprendre, le mieux c'est aussi de se rendre dans le pays concerné. Et le programme Erasmus a contribué à la naissance d'1 million de bébés depuis 1987. Voilà. J'ai entendu ça ce matin. C'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui veulent se rendre à l'étranger. On rencontre facilement son conjoint à l'étranger, plus facilement. 50% de ceux qui sont partis à l'étranger ont rencontré leur conjoint comme ça. Clairement, je dois vous dire que, puisque je suis enseignant d'espagnol, j'interviens en licence, ce n'est pas le but premier des étudiants que nous envoyons en Erasmus. Mais bien sûr, mais en tout cas, voilà la conséquence. Ça s'améliore en langue. C'est peut-être l'effet auberge espagnole. Mais peut-être, il y a ça, effectivement. Mais bon,
on va dire que pour nous, véritablement enseignants, c'est quand même secondaire. C'est peut-être pas comme ça que vous le vendez, c'est sûr. Vous restez avec nous encore quelques instants. Vous allez pouvoir suivre ce reportage à présent de Yolène Thorez réalisé à Trappes cet après-midi, toujours dans le cadre de la Journée européenne des langues. Professionnels, parents, enfants qui se sont retrouvés autour de la transmission des langues dans la famille, à l'école. Cette jeune fille est en classe européenne au collège Gagarine de Trappes. Accompagnée de sa maman, elle est venue échanger et discuter sur les langues étrangères apprises à l'école et en famille. Un débat proposé par la Maison des parents dans le cadre des Journées européennes des langues. Et donc vous avez envie de les ouvrir quand même aux langues étrangères, justement par l'école ? Cette collégienne parle 4 langues, le français et l'arabe à la maison, l'anglais et l'espagnol à l'école. Un bel exemple de plurilinguisme que la Maison des parents souhaite mettre en avant à travers ces rencontres. Transmettre l'idée que la diversité linguistique n'est pas un danger pour l'équilibre, je dirais, de vie des uns et des autres, au contraire. 2 chefs d'établissement scolaire de Trappes sont venus participer à l'action, car l'enjeu est également de voir quelle place est donnée aux langues des familles dans les écoles. Sur la ville de Trappes, environ 75 langues familiales seraient recensées. L'arabe est une des plus représentées. Ensuite, nous avons aussi le soniké qui est très représenté. Le poulard, le portugais, on a aussi la langue turque, la langue créole, le mandarin, la langue allemande. Autant de richesses qui seront au cœur d'un autre débat ce jeudi 25 septembre, un débat ouvert à tous de 14h à 17h à la Maison des parents. L'apprentissage des langues à l'école dans un contexte d'éducation familiale plurilingue, c'était le thème de la réunion qui s'est tenue cet après-midi. Votre regard, plusieurs langues parlées à la maison en plus de l'apprentissage à l'école, est-ce que c'est un atout ? Je pense que c'est un atout. Je pense qu'effectivement, quand on apprend une langue, on a plus de facilité pour en apprendre une deuxième, voire une troisième, etc. Qui se mettent en place. Oui, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais peut-être la fluidité, la souplesse d'esprit qui fait que ça facilite les choses. Ça me semble une très très bonne chose, effectivement, qu'elle vit dans une société, cette petite jeune fille, on a vu au départ, qui est française, qui parle dans sa langue de culture, au départ, qui est l'arabe, et en même temps, elle a un apprentissage des 2 autres langues qui sont principales dans l'enseignement en France, et puis elle est dans une classe européenne, apparemment, ce qui fait qu'on insiste en particulier pour avoir une matière qui est enseignée dans une langue étrangère. Et cet élément de classe européenne est une très très bonne chose. Enfin, tout est bon dans l'apprentissage des langues et c'est vrai que l'objectif, c'est d'améliorer le plus possible les choses. Favoriser la diversité, encourager l'échange, c'est le but de cette journée européenne des langues qui se déroulera le 26. Merci Frédéric Sepp du Centre de ressources Espace Langue de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. On rappelle que vous participez à cet événement avec des portes ouvertes dans vos antennes de Guyancourt, Mantes et Versailles. Merci à vous. Merci à vous. L'actualité de ce 24 septembre, c'est aussi le Secours populaire français qui poursuit sa campagne pauvreté-précarité 2014 après la publication d'un rapport alarmant où l'on apprenait que pour des milliers de personnes aidées par l'organisation, il ne restait que 5,60 € par jour pour manger et s'habiller. C'est maintenant l'antenne yvelinoise qui conviait la presse à la réception des premières livraisons du Fonds européen d'aide aux plus démunis. C'était à Trappes ce matin, le reportage de William L. Décharger, porter et répartir. Le camion du Fonds d'aide européen vient d'arriver. Ce matin, les bénévoles du Secours populaire ont répondu présents pour réceptionner la première livraison de l'année destinée aux Yvelinois les plus nécessiteux. Il y a de plus en plus de familles qui demandent des aides alimentaires, donc je pense que c'est normal aussi de faire quelque chose dans la mesure de mes moyens. Cette année, dans le département, ce sont plus de 2000 familles qui sont accueillies par les permanences de l'association. Un chiffre en constante augmentation. Ça a beaucoup augmenté sur l'année dernière puisqu'on était aux environs de 1800 et là on a dépassé les 2000, donc en une année on a eu une augmentation de plus de 200 familles, ce qui est relativement important pour une structure comme la nôtre, puisque la composition moyenne d'un foyer c'est plus de 4 personnes. Environ 7000 personnes en situation précaire viennent frapper à la porte du Secours populaire. L'association a du mal à répondre à la demande. Pour un département comme celui des Yvelines, les produits de l'Union européenne représentent entre 40 et 50% de ce que l'on repropose in fine aux gens sous la forme d'un colis alimentaire. Le fait de travailler ne nous protège plus de la pauvreté. C'est-à-dire que quand vous êtes au SMIC, un SMIC et demi avec un enfant, vous avez du mal à faire face aux dépenses courantes. D'après Pascal Rodier, sur les 7000 personnes qui reçoivent une aide alimentaire,
La moitié sont des enfants. Rappelons qu'en France, chaque année, plus de 2,5 millions de personnes sollicitent l'association. Et l'on vient de l'apprendre, le chômage a légèrement reculé en France en août, moins 6 400 demandeurs d'emploi. Ce sont les chiffres de Pôle emploi qui ont été diffusés ce soir. L'insertion par la culture. Le château de Versailles vient de signer un nouveau partenariat de 2 ans avec l'EPID, comprenez établissement public d'insertion. De jeunes volontaires éloignés de l'emploi vont pouvoir s'intégrer socialement, professionnellement aussi, en découvrant notamment les métiers d'art. Yolène Thorez et William L pour les images. Pour la plupart, ils découvrent Versailles pour la première fois. Eux, ce sont les jeunes volontaires de l'EPID, un établissement public d'insertion. Lors d'un parcours de 8 à 24 mois en internat, ces jeunes, âgés de 18 à 25 ans, travaillent à leur réinsertion sociale et professionnelle. Ce jour-là, ils partent à la découverte des métiers d'art et participent à un jeu de piste dans les jardins du château. C'est super intéressant parce que peu de gens peuvent y aller. Peu de gens peuvent avoir des organisations qui leur organisent ça du coup. Et ça nous donne beaucoup de connaissances en venant là avec des gens qui nous expliquent toutes les statues, toute l'histoire qu'il peut y avoir autour de Versailles. C'est important pour eux d'avoir une ouverture d'esprit, de connaître le patrimoine de la France. Il est important d'associer ces jeunes volontaires à l'insertion le plus possible à ce genre d'activité. Ce qui marque ce jour surtout, c'est la signature d'un partenariat de 2 ans entre l'EPID et le château de Versailles. Un nouveau partenariat qui permettra aux jeunes de participer aux activités du château, d'y effectuer un stage ou encore un contrat de professionnalisation. Ce partenariat a cette particularité qu'il offre à la fois la découverte sur les métiers d'art qui sont pratiqués à Versailles, à l'exemple de ce que vous pouvez voir aujourd'hui autour de nous, sur les jardins, sur les fontaines, sur les doreurs, les bronziers, les fontainiers, les tableurs de plomb, qui sont des métiers assez rares. Actuellement, en France, 18 établissements publics d'insertion accueillent un peu plus de 2000 jeunes volontaires. Une pause dans ce journal pour vous montrer ces photos. C'est sans doute l'image du jour dans les Yvelines pour les amateurs de basket. Le champion NBA avec San Antonio, Tony Parker, était au Technocentre Renault à Guyancourt pour une démonstration, partenaire de la marque aux losanges. Il est venu à la rencontre des salariés. Nouvelle étape de sa tournée française avant de repartir aux États-Unis pour défendre son titre avec les Spurs. Les fermes peuvent aussi être un symbole du patrimoine culturel français. Elles ont traversé les siècles, même ici dans les Yvelines, où l'on parle plus souvent de villes nouvelles. Exemple à Champ-Garnier, une ancienne dépendance des granges de Port-Royal, à Manille-les-Hameaux. Une visite y était organisée dimanche dernier, toujours dans le cadre des journées du patrimoine. Claire Cambi et Patrick Jacques de Dixmude. Le cheval était quand même un des biens précieux du fermier. Et donc l'écurie est toujours à côté. Là, elle était dans la suite. Avec Jean-Paul Carcel, on fait un saut dans le temps pour imaginer cette ferme au XVIIe siècle. Une visite organisée dans le cadre des Journées du patrimoine sur le thème des fermes remarquables. C'est l'occasion de venir aussi découvrir ce patrimoine qui est à côté de chez nous, qu'on a peu le loisir de rencontrer le reste du temps ou le reste de l'année. Et en plus, là, d'avoir un accompagnement par un guide qualifié qui nous donne des clés pour comprendre aussi comment les choses ont évolué et pourquoi elles ont évolué. Car ces fermes font partie de notre patrimoine. Ici, pas de pièces de musée, mais des bâtiments qui datent du XVIIe au XXIe siècle. Toujours en activité, Champ-Garnier s'est adapté à la production agricole moderne sans perdre de son cachet. L'étable qui normalement se trouvait juste à côté de moi, qu'on doit voir derrière moi, maintenant se trouve dans la grange parce qu'on a installé des systèmes automatiques d'évacuation du fumier et qui va s'évacuer automatiquement derrière la grange pour éviter d'avoir le tas de fumier au milieu de la cour, comme c'était le cas autrefois. Pour Didier Desmuits, l'exploitant, c'est l'occasion de faire découvrir son héritage familial, une bâtisse acquise par son grand-père belge en 1920. Au passage, il confie les dessous de son métier, l'élevage bovin et la culture céréalière. Et en fait, la température du grain est trop chaude, donc du coup, ça se conserve moins bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on descend les températures. En bonus, on y apprend même une anecdote sur la porte des champs, cette ouverture à l'arrière de la grange. Lorsque le valet de ferme voulait quitter la ferme le soir sans se faire repérer par son patron, il voulait aller faire la fête au village ou retrouver sa belle pour toutes ces raisons, eh bien il s'éclipsait par la porte des champs qui passait à travers la campagne. Et pour ce faire, il fallait qu'il prenne la clé des champs. D'où l'expression « prendre la clé des champs ».
Pour ceux qui souhaitent une séance de rattrapage, il faudra attendre le mois de juin. Champ-Garnier ouvre de nouveau ses portes au public pour la fête des fermes. Culture, Gérard Manoni depuis 60 ans, c'est un sculpteur qui a marqué le territoire de Saint-Quentin en Yvelines avec notamment la fontaine Jacques Brel à Guyancourt. Il a aussi dessiné des flacons de parfum, encore des bijoux. Exposition à découvrir actuellement au musée de la ville. Catherine Zulato, William L. Gérard Manoni est sculpteur, il se présente comme un artiste non figuratif qui aime prendre son temps. Je suis un sculpteur qui travaille très lentement. Je remets beaucoup, souvent mes œuvres, je les reprends peu à peu. On trouve un équilibre qui vous convient. Et tant que cet équilibre n'est pas trouvé, on continue à travailler sur l'œuvre. J'aime bien souvent me rapprocher des problèmes des musiciens. Comment un musicien trouve l'inspiration pour construire une symphonie. Gérard Manoni n'aime donc pas les fausses notes, la musique son domaine de prédilection, la médecine aussi. Mon père était médecin et je rapproche souvent ma profession du travail d'un médecin. Je me demande si un artiste n'est pas un peu pareil, quoi. Il se trouve dans un espace qu'on lui demande d'animer. Il faut bien qu'il trouve quelque chose qui soit pas malade, qui tienne debout. Gérard Manoni a travaillé plusieurs matières, la pierre et le plâtre à ses débuts, puis le bois, le métal, l'acier, l'aluminium. Son attachement à Saint-Quentin en Yvelines est particulier. C'est 20 ans de ma vie de sculpteur, explique-t-il en souriant. Dans les années 70, il travaille en effet conjointement avec l'architecte de la gare de Saint-Quentin en Yvelines pour produire un escalier extérieur. Mais le projet n'aboutit pas. 20 ans plus tard, Gérard Manoni revient à Guyancourt pour y réaliser la place Jacques Brel. C'était quand même le travail le plus complet que j'ai fait depuis les travaux. Dans le fond, moi j'appartiens un peu à Saint-Quentin-en-Yvelines. Au musée de la ville, une cinquantaine d'œuvres est exposée, également les croquis très détaillés de Gérard Manoni jusqu'au boulon qu'il dessine lui-même, une précision que l'on retrouve aussi dans ses travaux pour Pierre Cardin. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vos œuvres? C'est du travail sérieux, voilà. Actuellement, faire une sculpture, c'est à la portée de tout le monde, enfin les enfants, les vieux, tout le monde. Et tout. S'il n'y a pas vraiment une profondeur de pensée, s'il n'y a pas un sérieux, je crois que ce n'est pas la peine de faire de la sculpture. Je vous redonne cette information si vous n'étiez pas avec nous au début de cette édition. À Trappes, un homme de 26 ans a été blessé par balle hier soir, mardi. Il se trouve à l'hôpital privé de la commune avec une plaie à l'abdomen. Son pronostic vital n'est pas engagé. À la conséquence d'un affrontement qui a éclaté un peu plus tôt aux alentours de 18h dans un quartier de la ville, le square Léo-Lagrange. Théâtre de violence entre une quarantaine de jeunes. La police est intervenue pour les disperser avant de retrouver sur place barres de fer, couteaux ou encore bombes lacrymogènes. Une enquête est en cours pour homicide volontaire. Et puis nous terminons avec une pensée émue pour un homme, Antoine Farrugia, fondateur, entraîneur emblématique du boxing club de Saint-Quentin en Yvelines à Elancourt. Est décédé à 68 ans. Il aura mené une carrière amateur avant de travailler avec les plus grands entraîneurs, managers et promoteurs de la profession. Plusieurs de ces boxeurs ont connu le succès grâce à lui en France et sur les rings européens. Le club a posté aujourd'hui un dernier message hommage sur les réseaux sociaux. Tu as livré ton dernier round. On continue le combat debout. Là-haut, prends soin de ton équipe, ta famille et tes enfants. Merci de nous avoir suivi votre soirée sur TV Fil, c'est notamment avec Catherine Zulato pour Kiosque, le magazine de la culture. Cette semaine, il est question du festival de la bande dessinée à Buc. Très bonne soirée.